Bonsoir et bienvenue sur Téva. Une femme tous les 3 jours. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. 118 femmes ont perdu la vie en 2022, souvent dans la fleur de l'âge, parfois avec des enfants et toujours dans une immense violence. En cette journée mondiale de la lutte contre la violence faite aux femmes, Téva se mobilise et vous propose une soirée sur ce sujet vital pour notre société, sur ce que nous allons devenir. Nous allons regarder ces chiffres avec des victimes, avec des spécialistes, pour voir qu'ils ne baissent pas du tout et donc faire le panorama de ce qu'il faudra changer. Des solutions existent pour engager l'éradication de ce fléau. On en parle ce soir. Après ce débat, Téva vous propose le film L'Emprise, tiré d'une histoire vraie, celle d'Alexandra Lange. 12 années d'emprise et de violence contre elle et ses 4 enfants. Alexandra Lange a fini par tuer son mari, ou plutôt son bourreau. Elle a écrit « La violence conjugale est un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. La capacité de discernement, la faculté de se révolter, le bon sens. C'est comme une maladie qui gagne chaque jour du terrain parce qu'on ne prend pas le temps de la soigner, occupé qu'on est à gérer le quotidien. » Lors de sa première diffusion, ce film a bouleversé plus de 8,5 millions de personnes. Regardez-le. Et puis en fin de soirée, le remarquable documentaire de Mélanie Van der Ende, Violence conjugale, ce fléau qui tue. Regardez-le aussi. Toute la soirée, vous verrez s'afficher le numéro 3919, ce numéro dédié aux femmes victimes de violences. Appelez si vous suspectez une situation de violence. Faites tourner ce numéro 3919 pour sauver des vies. Elle s'appelait Amélia, Claire, Assunta, Chloé, Jennifer, Audrey, Coralie, Hilal, Laure, Gwenaëlle, Delphine, Julie, Éléonore. Elles sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Les chiffres effroyables sont donnés chaque année, mais pour autant, rien ne change. Nous en sommes à date à 95 femmes tuées depuis le début de l'année, en 2023. Et il y a aussi celles qui survivent, mais jusqu'à quand ? Qui sera la prochaine sur la liste? Et puis il y a d'autres chiffres effarants. 239 089 femmes ont été victimes de violences conjugales en 2022, une augmentation de 15%. Pour comprendre ce qui se passe dans notre société et pour faire cet état des lieux, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Violaine de Philippis Abad. Alors vous êtes avocate, vous êtes autrice de Classer sans suite les femmes victimes de violences face à la justice chez Payot. Bonsoir. Sarah Barouk, bonsoir. Vous êtes aussi autrice, on dit, écrivaine. Vous avez été victime vous-même de violences conjugales. Vous avez publié l'ouvrage collectif 125 et des milliers en 2023. Et vous avez créé l'association 125 et après pour lutter contre les violences faites aux femmes. Vous avez un compte Instagram, on le rappellera tout à l'heure. Vous êtes très, très active. Merci beaucoup. Luc Frémiot, bonsoir. Vous êtes ancien magistrat et vous avez fait de la lutte contre la violence conjugale votre combat. Vous vous êtes battu pour l'éviction, notamment des maris brutaux du domicile conjugal. Vous avez inspiré le Premier ministre d'alors, Jean-Pierre Raffarin. Il a fait de la question une grande cause nationale. Mais oui, voilà, on ne peut pas dire que ça ait avancé beaucoup depuis, toutes les grandes causes. À chaque fois qu'on dit une grande cause, on se demande si ce n'est pas justement pour la mettre un peu sous le tapis. Vous êtes celui qui avait acquitté Alexandra Lange, dont on va voir la vie dans le film, après le débat. Mais on commence ce débat avec vous, Josiane. Bonsoir, vous avez subi des violences pendant 8 ans. Oui. Violences verbales, violences physiques de la part de votre conjoint. Votre histoire, c'est celle d'une jeune divorcée avec des enfants, 10 ans d'un mariage sans histoire, heureux. Et puis, vous avez refait votre vie et là, ça se passe mal. Vous rencontrez votre compagnon en boîte de nuit. Racontez-nous la suite. Au débarrage, c'était tout rose, comme tout le temps, quoi. Et puis, bon, ça s'est dégradé, l'alcool aidant. Bien entendu, comme souvent, c'est le cas. L'alcool, c'est souvent un des fléaux qui enclenche la violence. Qui enclenche. Ouais. Une fois qu'elle est enclenchée, après, alcool ou pas, puisque ça a été le cas pour moi. Donc ça a continué. Je me suis retrouvée enceinte d'un petit garçon qui est grand maintenant, puisqu'il a 26 ans. Et donc, au moment où mon fils avait 6 ans, eh bien, la violence a été à une extrémité. Donc, je suis partie parce que j'ai été menacée par arme à feu. Donc, je suis partie par SOS violence conjugale. Vous avez appelé l'association, c'est-à-dire que... J'ai appelé l'association. Votre fils avait 6 ans, donc vous viviez déjà depuis quelques années. Qu'est-ce qui se passait? C'était des menaces C'était des coups. Des coups. C'était beaucoup de choses. Des menaces de partir avec mon fils, ce qui était ma hantise. Et quand vous prenez un coup, vous le cachez, vous dites « je suis tombée dans l'escalier ».
C'était rarement la figure, n'importe comment. Ah, d'accord. Très rarement. C'était en général bien caché. Ça faisait très mal, les côtes, mais c'était bien caché. Et donc c'est au moment où il vous menace avec une arme à feu que vous dites là c'est plus possible. Oui. Vous avez contacté une association et vous partez. Je pars. Donc on a essayé de passer chez le juge aux affaires familiales. Là, il a averti son avocate que je n'aurais pas le temps de monter les escaliers parce que je serais morte avant. Donc je suis arrivée au tribunal pour passer chez le JAF par la même porte que les prisonniers, cachée dans une voiture sous des couvertures. Et je suis rentrée dans la salle avec 2 gendarmes armés. Et je peux vous assurer, quand vous avez tous les parents qui attendent leur tour et que vous arrivez comme ça, c'est quelque chose de très dur à vivre. Il avait menacé. Il avait menacé. Que j'aurais pas le temps de monter les escaliers pour aller voir le juge aux affaires familiales. D'accord. Voilà. Donc, il n'est pas venu. Donc, au lieu de l'éloigner, lui, on essaye de vous protéger, vous, on vous met sous des couvertures, d'accord. Tout à fait. Ça, c'était quelle année? C'était donc en 2004. D'accord. Voilà. Donc, il a été condamné à quitter la maison, puisque c'était ma maison, c'est moi qui l'avais achetée. Et donc, je n'ai plus de nouvelles pendant 6 mois. Donc, il avait été mis en place certaines choses qui n'ont pas pu aboutir. Il devait voir son fils en point vert, mais il n'y avait pas de place nulle part, donc ça traînait. Et au mois de janvier 2005, il est venu à la maison, qu'il connaissait bien, puisqu'il y avait vécu. Il avait été condamné à quoi? Là, à ce moment-là, rien du tout. À rien? Non. D'accord. Non. Donc, il est revenu et il m'a tiré dessus à 4 reprises. D'accord. Donc, vous avez pris des... Votre fils était avec vous? Mon fils était à l'école, heureusement. D'accord. À bout portant? À bout portant. J'ai pris 2 balles dans le bras et 2 dans le ventre. D'accord. Donc, vous vous écroulez. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je me suis écroulée. J'ai eu la chance dans mon malheur. C'est que quand il était parti de la maison, il avait tout cassé. Et que j'avais un ami qui était venu pour me réinstaller une cabine de douche. Et qui était là. Et il avait appelé les gendarmes. Et il a appelé les pompiers, tout le monde, puisqu'il a entendu tirer. Donc, voilà. D'accord. Votre fils revient de l'école. Qu'est-ce qui se passe après? Vous êtes à l'hôpital? C'était en début d'après-midi. Donc, mon fils, quand il est revenu de l'école, j'étais à l'hôpital. Et c'est la personne qui était à la maison à ce moment-là qui l'a emmené et ma mère l'a récupéré. D'accord. Sarah, vous avez aussi vous-même été victime de violences conjugales. Comment ça se passait chez vous? Moi, ça a commencé plus crescendo, on va dire. Mais dès le départ, j'ai senti qu'il y avait des choses qui, en tout cas, n'arrivaient pas à mes amis. Celui qui est devenu le père de ma fille était quelqu'un d'assez maniaque, avec pas mal de tocs que je devais respecter. Mais en même temps, souvent, en fait, les personnes violentes, c'est dans la façon d'imposer leurs lois que ça ne va pas. Mais dans le fond, il y a parfois de la cohérence. Enfin, par exemple, vous n'avez pas le droit de marcher en chaussures dans la maison. Sur le fond, je peux comprendre qu'on n'emmène pas de bactéries chez soi. En revanche, se faire engueuler pendant 3 jours de suite parce qu'on a mis des chaussures, c'est là que ça ne va pas. Et en fait, la violence au départ psychologique a pris de l'ampleur. J'ai fini par être surveillée tout le temps quand je partais au travail. À devoir rendre des comptes. C'est ça qu'on appelle le contrôle coercitif, Sarah. C'est exactement ça. En fait, c'est justifié. Mais moi, c'était vraiment chronométré. C'est-à-dire que, par exemple, il savait le temps que ça prenait pour aller à tel épicier et pas tel autre. Et du coup, si je disais que j'étais à tel épicier, alors qu'en fait, c'était pas le bon temps, c'est forcément que j'avais téléphoné à quelqu'un ou que j'avais un homme ou que enfin, je devenais complètement folle. En fait. Puis après, il y avait des disputes qui pouvaient durer des jours, en tout cas au moins en moyenne 6 à 8 heures où j'avais pas le droit de me lever, pas le droit de manger. Alors, il avait le sommeil très léger et donc vous aviez planqué un saladier pour faire pipi la nuit pour pas le réveiller. Ça a été ma prise de conscience, parce qu'après ça, il y a eu de la violence physique aussi. Enfin,
la violence psychologique, c'est qu'à un moment donné, je suis tombée enceinte. Et il n'était pas prêt à devenir père. Et il m'a dit que si j'avortais pas, il m'avorterait à coups de poing. Et il a tout cassé dans la maison. Je me suis retrouvée enfermée avec des trous comme ça dans les murs. Et donc, bon, on a quand même... parce que les bourreaux ne sont jamais des bourreaux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Lui-même était le fruit d'une histoire qui faisait que j'avais de l'empathie et que je pardonnais et que je comprenais. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, finalement, on a l'impression d'être folle, d'avoir exagéré, etc. Et puis, on a eu notre petite fille. Ça a été une période très compliquée puisqu'il avait mis une liste de conditions pour accepter que je garde cet enfant. Et puis la petite est née et il y a eu très vite le confinement. En fait, la petite est née, il m'a cassé la main à un moment, enfin, bref. Et puis quelques mois plus tard, il y a eu le confinement. Et là, c'était une période assez difficile puisque j'avais plus de soupape de récupération. Eh oui. En général, l'entreprise, c'est ce qu'on appelle une safe place, c'est-à-dire que c'est un endroit où on est protégé en fait, de la violence de la famille. Moi, je suis écrivaine, j'avais mon bureau, mais du coup, chaque jour, je partais à mon bureau, sauf que là, je ne pouvais plus. Et donc, j'étais fliquée 24 heures sur 24, et il se trouve qu'il avait effectivement le sommeil très léger, que j'avais pas le droit, déjà jusque-là, de bouger en dormant. Et puis je me faisais engueuler si je m'étais retournée pendant la nuit. Et j'avais beau dire, mais en fait, je sais pas si je me retourne pendant la nuit. Voilà, donc il me donnait des coups de pied pour que je bouge pas. Il me réveillait si j'avais bougé, si je respirais trop fort, bref. Et du coup, pendant le confinement, j'avais très très peur. En fait, chaque heure que je gagnais où il dormait encore, c'était du repos pour moi. Donc j'avais tout intérêt à ce qu'il dorme très tard le matin. Et le bruit de la chasse d'eau dans le couloir, ça le réveillait. Donc comme je devais m'occuper de mon bébé qui avait à peu près 16 mois pendant le confinement, du coup on restait enfermé dans sa chambre et je me suis dit il faut absolument que je ne sorte pas de la chambre avant midi, 13h quoi. Et donc j'avais eu une idée un jour, je me suis dit, en fait la chasse d'eau comme ça le réveille, je vais prendre un saladier, je vais faire pipi dans le saladier. Sauf que ça a débordé et que j'ai été totalement en panique et que c'est ce jour-là où je me suis dit, mais comment je peux être tombée si bas en fait. J'étais là à éponger le sol avec les couches de ma fille, elle qui voulait jouer dans ma flaque d'urine. Enfin, c'est extrêmement humiliant. Et je me suis dit, en fait c'est ça l'emprise. Et c'est là où vous décidez, une nuit, de partir. Alors, c'est pas... Là, je me suis dit, je crois que... Là, j'ai la preuve que je me respecte vraiment pas. Et puis, il y a eu une autre nuit, en fait, il avait une forme de mécanisme où il avait besoin de répéter plein de fois la même chose. En fait, il m'empêchait de dormir toute la nuit jusqu'à ce que je lui demande pardon. Enfin, jusqu'à ce qu'il m'autorise à lui demander pardon. Et donc, toutes les 1 minute 30 ou 2 minutes à peu près, il claquait la porte, il me disait ce qu'il avait à me dire de pas très gentil, il reclaquait la porte et puis il partait. Puis il y avait le bébé à côté, donc j'avais peur que la petite devienne folle. Et puis il y a eu la dispute de trop, où tout cela a commencé à 22h et vers 1h du matin, j'ai eu très très peur parce que je me suis dit, s'il m'empêche encore de dormir ce soir, je vais être tellement épuisée, j'ai été épuisée déjà, mais je vais être tellement épuisée que demain, je vais faire tomber mon bébé. C'était une pensée comme ça qui m'obsédait de même plus être capable de m'occuper d'elle. Donc je me suis dit, je vais aller dormir dans la baignoire. Donc je m'enferme dans la salle de bain en me bouchant les oreilles, et puis je me dis, comme ça, je vais dormir 2 heures, quoi. Et en fait, il a ouvert la porte avec un couteau, puisqu'il n'avait pas fini de me dire ce qu'il avait à me dire. Alors, c'était pas un cran d'arrêt de 20 cm, mais... le voir, en fait, je l'ai entendu aller chercher quelque chose. Et le voir revenir et ouvrir la serrure avec un couteau, parce que je le suppliais de me laisser dormir dans la baignoire. En fait, je l'ai vu avec ce couteau et je me suis dit, là, il n'y aura pas d'étape, quoi. D'après. Voilà, donc je me suis enfuie ce soir-là. Vous êtes enfuie ce soir-là. Josiane, vous, votre compagnon, donc, il vous a tiré 5 balles dessus. Oui. Combien il a pris ? Alors, il a été condamné à 17 ans de réclusion criminelle. Il en a fait combien ? Même pas 7. Oui, alors ça, c'est un problème. Vous allez nous expliquer, Luc Frémiot, vous qui êtes magistrat. Bien, quoi, et vous, Sarah, il a été condamné, vous avez porté plainte ? Il y a eu un rappel à la loi.
Oui, c'est très aussi ça, c'est aussi très à la mode, j'ai l'impression, le rappel à la loi, après des faits quand même extrêmement graves. Donc là, on a 2 juristes émérites sur le plateau. Vous allez nous expliquer ce qui se passe un peu avec le système judiciaire français, quoi, Luc Frémiot. Vous êtes procureur, je rappelle que vous avez été notamment procureur dans l'affaire Alexandra Lange. Est-ce que vous comprenez la faiblesse de ces peines? Est-ce que vous comprenez, mais c'est un peu le cas, j'ai l'impression, partout en France, qu'on exécute en réalité la moitié de sa peine, pour bonne conduite en général? Oui, on en est à peu près là. Effectivement, il y a des peines qui sont des réductions de peines qui sont automatiques en fonction du comportement d'une personne en détention. Et puis, vous avez tous les mécanismes législatifs et procéduraux sur les libérations conditionnelles. Ce qui fait effectivement qu'en général, on purge la moitié de la peine, parfois un peu plus, mais que ça crée effectivement une grande interrogation chez les victimes. Bertrand Cantat, qui a donc assassiné, c'est pas assassiné, puisque il a été condamné pour meurtre commis sans intention de donner la mort, enfin bon, bref. Donc il a été condamné en 2004 à 8 ans et il est sorti en 2006, donc à peine 3 ans après, quant à celui qui a tué. Je dis des affaires qui ont comme ça un peu défrayé la chronique parce que c'était des affaires médiatiques. Sirima, la jeune femme qui chantait là-bas avec Jean-Jacques Goldman, elle a été tuée le 7 novembre 89 et son conjoint a pris 9 ans et au bout de 4 ans, il a été renvoyé. Donc, comment vous expliquez le manque de sévérité de la justice en France? Déjà, que c'est l'application des textes. Lorsque je vous parle de réduction de peine et puis de libération conditionnelle, les textes sont là et les magistrats les appliquent. Alors après, il y a effectivement un laxisme parfois de certains magistrats, c'est notamment au niveau du parquet. C'est-à-dire, lorsque j'entends parler de mesures qui sont de véritables cautères sur des jambes de bois, qui consistent à faire un rappel à la loi en matière de violence faite aux femmes, c'est inacceptable, bien évidemment. Et l'institution, que ce soit d'ailleurs les institutions policières, gendarmerie ou l'institution de la justice, ont une faute à ce niveau. C'est inacceptable. Je considère, moi, que ce sont des dysfonctionnements, que ces dysfonctionnements, aujourd'hui, doivent être mis à jour, que sur chaque affaire qui se termine mal et dans laquelle il y a un dysfonctionnement, il faut en parler, il faut le dire, il faut qu'il y ait des sanctions. On n'en sortira pas autrement. On ne peut pas continuer... Ça fait longtemps quand même, Luc Frémiot, parce que vous vous rendez compte, déjà sous Jean-Pierre Raffarin et même un peu avant, c'était considéré comme une grande cause nationale. Franchement, on a l'impression que rien n'avance. C'est de la poudre aux yeux. Oui, c'est ça. C'est de la poudre aux yeux. Moi, j'ai lancé mes politiques pénales en 2003. Donc effectivement, M. Raffarin, qui a dû ce jour-là jeter un œil distrait sur la télévision, a dû apprendre ce que je faisais. Ça a dû lui plaire, effectivement, puisqu'en termes d'affichage, c'était très bon d'être récupéré par son gouvernement, mais il ne s'est rien passé du tout. Et d'ailleurs, je vais vous dire que lorsque Monsieur le Président actuel, M. Macron, a parlé de grande cause nationale, oui, la première chose que je me suis dit, après quelques mois, et même une ou 2 années de passé, je me suis dit, écoutez, si ça c'est la grande cause nationale, j'ai plein les autres. Voilà. C'est ça, en fait, le réflexion qu'on a. Ça fait des années qu'on en parle. Je disais tout à l'heure à Sarah... Des décennies même, non? Oui, mais bien sûr. Je disais à Sarah que depuis juillet 2003, moi, je participe à ces émissions, vous m'avez déjà reçu, etc. J'ai toujours l'impression de dire la même chose. Ouais. Alors qu'il y a quand même eu des améliorations. Il y a eu des améliorations, on peut également en parler, mais ça ne se voit pas en termes de résultats. C'est quoi les améliorations pour vous On a obtenu toute une série, si vous voulez, de textes devant l'Assemblée nationale et le Sénat. J'ai d'ailleurs l'honneur d'y participer. Ça a permis effectivement de mettre sur pied des procédures, comme notamment l'éloignement du conjoint. L'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, la suppression des mains courantes, la création du délit de violence psychologique. Tout ça, ce sont des choses qu'on a arrachées véritablement et qui, aujourd'hui, font partie de notre panoplie judiciaire. Le problème, c'est que la loi n'est pas toujours appliquée. Moi, j'ai connu l'impact direct de ces mesures. En fait, quand j'ai eu ma fille, donc au bout de 3 mois, il y a eu un cas de fracture, de violence physique assez important, et on nous a signalé, parce que c'était... après beaucoup d'autres de violences, etc. Vous voulez dire que des gens dans votre entourage ont signalé votre cas aux services sociaux ou à la police? À la police. Donc j'ai été convoquée au commissariat, lui aussi. Et là, mon bébé avait un peu plus de 3 mois. Et on m'a fait comprendre que, en gros, si je ne disais pas toute la vérité de façon très claire, j'étais potentiellement un danger pour mon enfant. Et donc, ça allait déclencher une enquête sociale où mon bébé me serait retiré pendant au moins 1 mois, dans un endroit que j'ignorerais, où je ne pourrais pas avoir de contact, alors que c'était un bébé que j'allaitais.
Donc là, évidemment, j'ai tout nié. Et l'année suivante, donc quand là, pour le coup, je me suis enfuie, lorsque je suis arrivée, en fait, j'étais totalement paumée. Je suis partie en pleine nuit avec un bébé de 16 mois. Je me suis retrouvée chez mes parents et à 5h du matin, je suis complètement en panique. Je me dis, mais on va m'accuser de l'avoir kidnappée. Donc je cherche partout. Nouvelle innovation, il y a un site du gouvernement avec un chat qui répond aux questions, parce que j'ai énormément d'estime pour les avocats, mais je respecte aussi votre sommeil. Et effectivement, à 5h du matin, je n'ai pas osé contacter qui que ce soit. Mais du coup, j'ai tapé et on m'a dit, oui, effectivement, il faut que vous alliez signaler le départ du domicile avec votre enfant. Où êtes-vous? Donc, je donne l'adresse où je suis. On dit, allez à tel commissariat, mais quand même, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, ayant encore peur de l'enquête sociale, je lâche tout, j'écris. Et lorsque j'arrive au commissariat le lendemain, pour faire la main courante, c'est-à-dire le signalement, il y a une haut gradée qui descend avec des papiers et qui me dit « Bonjour Sarah ». Je ne connaissais pas. Elle me dit « J'ai dans la main le chat que vous avez eu sur le site du gouvernement. C'est très grave ce qui se passe chez vous, je vous informe. C'est plus une main courante, c'est une plainte et c'est nous qui décidons. » Ah oui. Et ça, pour moi, ça a tout changé parce que ça enlève la culpabilité. Ah oui. Parce que, encore une fois, on ne porte pas plainte contre un homme violent, on porte plainte contre l'homme qu'on aime qui est violent. Violaine, vous êtes assez d'accord, je crois, avec Luc Frémiot pour dire que ça ne va pas du tout du côté de la justice, mais aussi, et là vous le racontez dans Classé sans suite, il y a aussi un problème. Alors Sarah disait qu'elle n'avait pas porté plainte, elle, parce qu'elle avait peur qu'on lui retire son bébé, qu'on ne lui avait pas bien expliqué les choses. Mais là, vous dites qu'il y a aussi beaucoup de classements sans suite, faute de moyens de la police. Faute d'investigation, exactement. On parlait du laxisme dans les décisions et dans les peines, mais en réalité, en matière de violence faite aux femmes, c'est seulement 2 cas sur 10 qui vont arriver à une décision. Et dans 8 cas sur 10, ce sera un classement sans suite. Il y a eu un rapport que je cite souvent parce qu'il est vraiment fondamental à mon sens, qui est un rapport de l'Inspection générale de la justice de 2019, donc qui est un rapport officiel, qui s'est penché sur étudier des cas de féminicide pour regarder ce qui s'était passé avant que ces femmes meurent sous les coups de leur conjoint. Et le rapport dit que dans 8 cas sur 10, quand elle l'avait signalé, ces plaintes avaient été classées et il pointe le manque d'investigation. Il pointe que l'accusé n'a pas été systématiquement auditionné et qu'il n'y a quasiment jamais eu d'enquête d'environnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas appelé les... Vous m'aviez donné un exemple quand on a préparé cette émission sur une enquête d'environnement. Vous vous souvenez d'un cas? Oui, alors un dossier que j'ai en cours. Alors celui-ci n'a pas été classé, mais en revanche, l'enquête d'environnement qui doit avoir lieu depuis maintenant plus de 12 mois n'a toujours pas été réalisée correctement, c'est-à-dire que le dossier est en instruction. La femme que j'accompagne a donné une liste de noms à appeler. Il y a eu un premier contact, on leur a dit qu'on allait les rappeler pour qu'ils puissent se déplacer ou qu'elles puissent se déplacer dans le commissariat ou la gendarmerie le plus proche de chez eux ou chez elles, et ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, on est toujours dans l'attente de la fin de cette enquête d'environnement, ou bien en tout cas de son début, puisque ces personnes n'ont pas été appelées, parce que je suis en relation avec elles. Et le manque de moyens, le manque d'investigation, en fait, c'est aussi un manque de volonté politique de donner des budgets pour investiguer ces dossiers qui sont considérés comme pas si graves en réalité, puisqu'on se bat contre un système judiciaire qui, pendant longtemps, a considéré la femme comme l'objet, la propriété de l'homme. Jusqu'à, vous me disiez, la date est assez oui, il y a des dates très révoltantes, proches, finalement. Jusqu'en 1975, dans le Code pénal, il existait un article qui disait que si l'homme rentrait à son domicile et surprenait sa femme en flagrant délit d'adultère, il pouvait être considéré comme finalement excusable s'il décidait de tuer les deux, c'est-à-dire le complice et sa femme. Bien sûr, l'inverse n'était pas vrai pour les femmes. Donc, en fait, on lutte contre un corpus judiciaire, enfin une machine judiciaire qui, il n'y a pas encore si longtemps que ça, trouvait que dans un certain cas, le féminicide était finalement... pratiquement justifié. Voilà. Josiane, votre conjoint violent, là, il a pris, vous avez dit 17 ans, il est ressorti au bout de 9 ans 7 ans. 7 ans. Même pas 7 ans. Oh, mais vous n'avez pas eu la trouille? Non. Et parfois, les femmes ne sont même pas informées que leur ex-conjoint violent sort. Alors, moi, je n'ai pas du tout été informée. Comment vous l'avez su? Vous l'avez revu? Je l'ai su parce qu'il a eu l'excellente idée d'écrire à mon fils. Il a été déchu de ses droits parentaux? Oui. D'accord. Oui, oui. Il a refait une demande qui a été classée sans suite. Est-ce que votre fils a quel âge, là? Mon fils, maintenant, a 26 ans. D'accord. Voilà, c'est plus un petit bébé. Et vous n'avez pas eu peur que lui-même devienne un homme violent? Mon fils? Oui. Non. Non, non. Non? Non. Parce qu'il y a
J'ai cru comprendre qu'il y avait des schémas de répétition et que quand on avait compris que c'était la seule façon d'être... Je pense pas forcément, non. 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 Alors c'est vrai qu'il y a des rapports dessus, mais heureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Oui, bien sûr. Mais j'ai une amie psychologue qui accompagne les hommes violents pour essayer justement de les faire sortir de ces schémas. Et dans un cas sur deux, m'a-t-elle dit, ils ont eux-mêmes été victimes de violences enfants. Et les statistiques sur les violences faites aux enfants, dont on parlait récemment avec le débat public qui commence à avoir lieu sur la prescription, finalement, elles sont alarmantes. C'est-à-dire que c'est 10% d'une classe d'âge qui a été victime de violences sexuelles dans l'enfance. On dit que c'est la règle des 3 tiers. Les psychologues pensent qu'il y a 1 tiers de ces enfants qui deviendront des victimes, 1 tiers auteurs et 1 tiers résilients. C'est dingue, hein. C'est énorme comme chiffre. Moi, je dois reconnaître que mon fils n'a subi aucune violence de son père. Oui, mais c'est ce qu'il a vu. Oui. Et finalement, historiquement, c'est cette idée que l'enfant et la femme appartenaient au chef de famille. Sous le code Napoléon, le chef de famille, c'était l'homme. Il avait tout pouvoir sur la femme et sur les enfants. Et c'est cet héritage, finalement, plus ou moins inconscient, qu'on se trimballe encore comme des vieilles valises. C'est tout à fait ça. Je veux dire, le féminicide, en réalité, moi, c'est ce que cette enquête m'a permis de comprendre aussi, c'est un crime de possession. C'est-à-dire que le féminicide arrive très rarement dans le quotidien de la violence. Il arrive quand la femme s'en va, quand elle refait sa vie, quand les papiers du divorce sont reçus. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu observer, c'est quand il devient matériel que celle qu'il pensait posséder n'est plus dans sa possession, ne lui appartient plus. Et la possession, c'était aussi le volet sexuel, puisque la première date où la Cour de cassation valide la mise en accusation d'un homme pour viol conjugal, c'est 1990. C'est très récent aussi. Cette idée qu'en fait, une fois que vous êtes en couple avec quelqu'un, vous devez coucher avec lui, vous êtes finalement à sa disposition. Et c'est aussi ce qui m'est d'ailleurs arrivé, et ce dont je parle un peu dans le livre, sans en avoir fait un livre sur moi bien sûr, mais parce que je voulais dire à toutes les femmes qui ont justement été dans ces schémas de violence, qu'elles soient psychologiques, sexuelles, physiques, et qui ont fait face à des classements, que ce n'est pas de leur faute, puisque en fait le classement, c'est la règle. C'est-à-dire que vous avez plus de chances d'être classé que de ne pas l'être. Donc d'essayer de déculpabiliser ces femmes en leur disant non, ce n'est pas votre faute, vous n'auriez pas pu mieux parler, vous n'auriez pas pu mieux faire, c'est l'État qui est responsable. Le problème, c'est que ça fortifie les auteurs. Parce que bien évidemment, il y a un sentiment d'impunité qui se développe et la violence augmente. Et plus on met du temps à réprimer ce type d'action, plus ces auteurs se fortifient et plus les victimes perdent l'énergie qui leur permet de se défendre et de déposer plainte. Oui, parce que justement, je vous donnais des chiffres tout à l'heure en préambule qui sont en augmentation de 15%. Il y a plus de 239 000 victimes de violences conjugales en 2022. Comment c'est possible? Comment ça s'explique cette augmentation? Sarah, vous travaillez aussi beaucoup sur ces sujets. Alors, je pense qu'il y a certains facteurs décourageants, mais d'autres peut-être encourageants. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travail qui a été fait pour faire reconnaître la violence psychologique comme aussi grave finalement que la violence physique ou quasi. Beaucoup aussi de prévention qui est faite et je pense qu'il y a peut-être plus de femmes qui prennent conscience de ce qu'elles vivent et qui commencent à se dire que si elles portent plainte, peut-être ce sera entendu. Donc je pense qu'il y a un chiffre, c'est en ce sens-là que c'est peut-être encourageant. Le côté décourageant, c'est qu'il y a effectivement pas beaucoup de suivi, qu'on est dans une société qui est difficile. Enfin, je veux dire, je ne vais pas faire de poncif sur la violence, mais elle est là, elle existe, souvent, effectivement, de ce que j'ai pu observer, j'en parlais même avec Boris Cyrulnik, qui disait que parmi les hommes violents, le nombre de réels sadiques ne devait pas dépasser 5%, et que finalement, il y avait aussi des femmes sadiques dans la vie, qui congèlent leur bébé, etc. Bref. Tout ça pour dire que souvent, tout cela est lié à un parcours psychologique que, effectivement, des hommes qui deviennent violents ont régulièrement subi de la violence aussi dans leur enfance, et c'est ce qui fait qu'on s'attache à eux, c'est ce qui fait qu'on reste, etc. etc. Et finalement, tant qu'il n'y aura pas d'arrêt marquant, de traitement réel des hommes violents sans nécessairement les stigmatiser, etc. Enfin, je veux dire, moi, je le vois comme un traitement. Et tant que ce ne sera pas fait, étudié, et que les moyens seront mis en face, et tant qu'il y aura encore des compétitions entre est-ce que j'aide les femmes victimes ou est-ce que j'aide à réparer les hommes violents, en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Ouais. Violaine ?
Oui, j'allais dire, ça commence aussi dès l'éducation à l'école, en fait, de parler d'égalité entre les filles et les garçons, pour éviter de... J'ai l'impression, en me penchant sur ce problème, que c'est toutes les, comment dirais-je, tous les ministères, toutes les parties de la société qui sont impliquées dans ce problème de l'égalité. C'est-à-dire l'école, la santé, le travail, enfin, que on est tous concernés, en fait. Et il faudrait travailler en réseau. Si vous ne travaillez pas en réseau dans ce type de problématique, on n'avance pas. Mais je voudrais dire quand même autre chose. Les 240 000 femmes qui sont victimes de violences, telles que le disent les statistiques, moi je conteste absolument ce chiffre-là. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, on en est à plus de 400 000. La vérité d'ailleurs... Pourquoi vous dites ça? Ouais. Parce que c'est très simple en fait. Les 230 000 dont on parle, c'est les femmes effectivement qui ont déposé plainte. Parce que vous verrez dans la suite en fait, de cette étude statistique qu'il n'y a qu'une femme sur 4 qui dépose plainte. Donc il suffit de faire l'opération et on se rend compte qu'on est largement au-dessus des 400 000. Et vous aviez posé plainte chacune. C'est-à-dire que la première baffe, la première truc, vous rendiez les coups? Non, je risquais pas. Non. Non. Vous rendiez pas les coups et vous posiez pas plainte. Et qu'est-ce que vous vous disiez? Est-ce que vous vous disiez, comme Alexandra Lange, comme je l'ai cité au début, finalement, c'est une moissonneuse-batteuse, ce truc qui fait qu'on perd son libre arbitre, c'est un peu ça. Et puis on espère toujours que ça va, que c'était peut-être la dernière fois. Vous savez, il y a un truc que j'explique, parce que dans ce livre, je raconte aussi ce que j'ai compris de mon histoire, c'est l'épuisement. Oui, oui. Quand on est contrôlé 24 heures sur 24, qu'on doit peser chaque mot qu'on dit, la façon dont on le dit, le moment où on le dit, qu'il faut assurer la vie quotidienne, qu'on travaille, que pour ma part, du coup, toutes les nuits, j'étais réveillée parce que je me retournais. Enfin, j'étais un zombie à la fin. Donc, se rendre compte de ce qu'on vit, en prendre conscience et avoir la force d'agir, avoir la force d'aller trouver une institution. Enfin, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point les institutions, c'est pas... Enfin, c'est violent en soi. Arriver devant un commissariat, aujourd'hui, la porte est fermée, il y a un vigile devant. Il faut faire la queue, attendre un nombre incalculable de minutes au milieu des gens qui ont perdu leur portable, qui crient, ceux qui sont... Enfin, c'est violent, quoi. Là, ça s'est arrangé dans les commissariats, d'après ce que j'ai compris, non? Non. Oui, alors c'était vraiment la loterie. Le centre Hubertine Auclair disait ça dépend de là où vous tombez. Et effectivement, il y a des agents et des agentes qui sont très bien. Ça reste pas la norme du tout. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, il y a de la dissuasion au dépôt de plainte, qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est-à-dire formulée. Vous parlez, maître Violaine, vous parlez de dissuasion au dépôt de plainte. Oui, pourquoi? en fait, parce que ça entraîne... Elle se fait de deux façons, la dissuasion au dépôt de plainte. Soit on vous dit « Ah non, pour ça, faites une main courante ». Une femme que j'ai reçue hier qui voulait déposer plainte pour viol, on lui a dit ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ils n'ont pas le droit de refuser des... Non, ils n'ont pas le droit, mais voilà, c'est quand même fait. Soit de façon moins explicite, typiquement la femme que j'assiste dans le dossier dont on parlait tout à l'heure, de viol collectif, quand elle est déposée plainte seule, parce qu'elle ne savait pas à ce moment-là qu'elle pouvait être accompagnée. Donc je le redis, on peut être accompagné d'un avocat. Oui, pour dépôt de plainte ou d'un tiers. Elle a dit, donc elle s'est avancée à ce comptoir très froid devant tout le monde, et elle a dit oui, voilà, je viens déposer plainte pour viol. Déjà, arriver à dire ce mot, c'est vraiment difficile. Et le policier lui a dit, c'est-à-dire. Donc ça, même s'il ne l'a pas dissuadée explicitement, elle m'a dit, mais moi je me suis demandé pourquoi j'étais là, si j'étais au bon endroit, donc j'ai dû commencer à expliquer mon viol, et après donc il lui a dit d'aller s'asseoir. Et donc ça, c'est des mécanismes qui existent encore aujourd'hui, et c'est tout à fait faux, les discours qu'on entend qui consistent à dire non mais... Chez la police, ça va mieux. Non, ça va pas mieux, ça va un tout petit peu mieux, mais les formations sont largement insuffisantes. Oui. Il y a eu des améliorations qui ont été faites malgré tout. On peut maintenant, dans tous les hôpitaux en fait, de l'Île-de-France, déposer plainte sur. Et ça, c'est extrêmement important. Mais voilà, et la prise en charge au moment de la plainte, moi, je trouve qu'elle s'est améliorée. Mais il y a tous les signaux faibles, je dirais, autour. Là, ce qu'on parle, c'est la personne au guichet. Il est obligé, en fait, de savoir de quoi il s'agit pour pouvoir orienter. Que le fait que ce soit sale, que ça sente pas bon, qu'il n'y ait pas à manger, qu'on ne puisse pas faire réchauffer un biberon si on vient avec son bébé porter plainte, qu'il faille attendre. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas la personne qui prend la plainte, c'est l'environnement. Oui, il y a tout à repenser. Comme ça, quand même. Il faut apporter des nuances. Il y a quand même des commissariats où on a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Oui.
C'est vrai. Et le cas échéant, ça devrait être effectivement uniformisé. Ça devrait être tout le territoire. une grande priorité nationale. Oui. Alors, merci Josiane, on voulait vous remercier d'être venue sur ce plateau pour parler de ça, de votre témoignage. Nous allons parler maintenant d'une autre victime collatérale de cette violence, les enfants, la famille, cet écosystème, ce pilier de notre société. On en parle dans un instant avec Sandrine Boucher. Elle a fondé l'Union nationale des familles de féminicide. On la retrouve après ce clip de prévention. Regardez. Voilà, appelez le 3919 si vous êtes témoin ou si même vous suspectez quelque chose autour de vous, dans votre entourage, chez vos voisins ou dans votre famille. On accueille Sandrine Boucher. Bonsoir madame, vous êtes présidente de l'UNFF, Union nationale des familles de féminicide. Vous avez perdu votre sœur en 2017 dans des circonstances absolument effroyables. Racontez-nous. Mais ma sœur a été, immolée en 2017 par son compagnon en présence de sa petite fille de 7 ans. D'accord. Comment Alors, ils étaient en instance de séparation. C'est toujours ça, hein, c'est toujours un peu la rupture qui amène... Ça peut être un élément, mais c'est pas toujours... Pas systématique. C'est pas systématique, d'accord. Donc, ils étaient en train de divorcer, ça se passait mal. Alors, ils n'étaient pas mariés, ils étaient en couple. D'accord, voilà, mais ils avaient une petite fille. Ils avaient une petite fille de 7 ans, et depuis quelques semaines, ma sœur avait annoncé le fait qu'elle voulait se séparer. Et ce soir-là, il va la chercher à son travail, comme tous les soirs, parce qu'il ne voulait pas qu'elle rentre toute seule. Et surtout, il voulait contrôler avec qui elle rentrait. Et quand ma sœur rentre, il est aux alentours de 22h, la petite n'avait pas mangé, donc une dispute éclate. Et là, il la frappe extrêmement violemment pendant 15 minutes. Et ensuite, il prend une bouteille d'essence, il asperge et il met le feu sur elle. Vous aviez suspecté, vous pas du tout? Rien du tout. Rien du tout. Et vous avez éprouvé une forme de culpabilité? Bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Enfin, il y a énormément de sentiments qui se mêlent. Il y a la culpabilité, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et il y a aussi la trahison. Parce que moi, ce type-là, c'est le parrain de mon fils aîné. Ah oui. C'est quelqu'un qui venait à toutes les fêtes, aux anniversaires. C'était quasiment le meilleur ami de mon frère. Et donc, il y a aussi la trahison. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Votre soeur, vous savez, il y a eu le procès. Vous savez qu'il se comportait comme ça avec elle depuis des années. Vous l'avez appris. Elle ne vous en a jamais parlé, elle? Jamais. Mais je pense qu'elle n'était même pas consciente d'être victime de contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, on le rappelle, hein, c'est quand en fait la femme est contrôlée dans tous ses faits et gestes, dans toute sa vie, avec qui elle rentre, qui elle appelle, et qu'elle doit rendre des comptes sur toute sa vie. Et donc, elle, pour vous, ne s'est pas rendue compte qu'elle était dans une emprise totale. Elle n'était pas sous emprise, elle était vraiment victime de contrôle coercitif. C'est pas la même chose. D'accord. Elle n'était pas sous emprise. Et moi, j'ai pas su interpréter non plus les signaux qu'elle m'a envoyés, parce que moi, j'étais pas formée non plus. Quand on remet dans le contexte, ma sœur est la dernière d'une fratrie de 4. On a toujours été très protecteurs avec elle, mes parents également. Et quand moi, elle me disait, par exemple, on était au téléphone, il rentrait, elle me disait « je te laisse », et elle raccrochait vite. Je me dis, voilà, il a passé sa journée de boulot, peut-être qu'il a envie d'être avec sa compagne, c'est normal. Quand il me disait qu'il allait la chercher au travail, elle finissait à 21h30, je me dis, il a peut-être peur pour elle. Voilà, je prenais ça pour de la gentillesse. Oui. Voilà, moi, j'ai rien vu. J'ai rien vu du tout. Beaucoup de femmes ont du mal à se dire elles-mêmes, à s'estimer elles-mêmes victimes, à se conscientiser victimes. J'en vois souvent, notamment une jeune femme que j'accompagnais. D'ailleurs, ça a été classé, on va peut-être contester le classement. Pendant le confinement, son compagnon cachait les clés de l'appartement, il l'a violée, il l'a tapée. On a réussi à avoir une ordonnance de protection, une mesure d'éloignement. Et puis le pénal a classé sans suite, alors que la policière, en sortant de la confrontation, m'avait dit
vous inquiétez pas, maître, là, ce ne sera pas classé vu les éléments au dossier. Et ça a été classé. Et pourtant, l'homme avait reconnu, par SMS notamment, il disait je ne sais pas ce que j'ai, je suis désolée, voilà, il en faut peu pour me faire vriller la tête, je suis nocif pour toi. Il y avait Et comment vous expliquez ce classement ? Malheureusement, les agents de police, le parquet, les avocats, tout le monde, même les victimes elles-mêmes, on est tous et toutes baignés dans des stéréotypes sexistes, si bien qu'il y a des formes de violence qui sont considérées comme pas si graves, qui sont moins investiguées, qui sont classées, parce qu'aussi, il faut faire des choix dans quelle enquête on privilégie ou pas. Et notamment, dans les dossiers, il y a cette idée qui est horrible, de conjugopathie, que vous avez peut-être déjà vu dans des affaires, où en fait le proc dit non mais là en classe c'est de la conjugopathie. De la conjugopathie ? Ou cette idée qu'il y aurait une forme de violence, je mets bien des guillemets, normale au sein du couple, de type le ton monte, alors il la frappe, mais en même temps il était énervé, ils sont en couple, ils ont des enfants, c'est pas si grave, donc on classe, c'est de la conjugopathie. Et ce terme est même marqué parfois, j'ai vu encore il y a 2 semaines, dans un rapport d'expert psy, qui est donc expert près la cour d'appel. Conjugopathie, vous avez déjà entendu parler de ça ? Oui, bien sûr. Mais il y a un point qui est extrêmement important dont il faut parler, c'est qu'il existe malgré tout parfois un dénominateur commun entre l'auteur et les victimes. Et ces dénominateurs communs les emmènent dans une spirale de violence dont on ne sort pas. Et ce dénominateur, c'est quoi ? C'est le fait pour une femme de ne pas vouloir admettre qu'elle est victime de l'homme qu'elle aime encore, qui est souvent le père en fait de ses enfants. Et quant à l'homme, il va dire « moi je ne suis pas violent, mais c'est elle qui me rend comme ça ». En fait, parce qu'il y a tout un processus qu'on peut qualifier, comme vous le dites, de conjugopathie, qui est d'ailleurs une hérésie absolue, et bien qui expliquerait cette chose-là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent. Sarah, qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Ça m'inspire justement... Il revoit votre fille, votre compagnon ? Oui, moi, en fait, j'étais tellement... épuisée après tout ça que j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire au commissariat. Donc il y a eu tout l'aspect pénal. Ensuite, il y avait tout l'aspect familial, puisque ce n'est pas les mêmes juridictions. Donc, on dit toujours aux femmes de partir, mais enfin, moi, je crois qu'il faut être prête à partir. Parce que ce qu'on se prend sur la figure... quand on s'en va, il faut être forte, il faut être armée, c'est ce qu'elle le dit. Ça va aller, mais sur le coup, il faut se mettre à la place, encore une fois, des femmes. Quand on s'en va comme ça, on ne veut plus porter le nom de son mari, on n'a plus d'adresse. Les 2 premières questions qu'on nous pose pendant une plainte, c'est quel est votre nom, quelle est votre adresse. Donc si vous voulez, on ne rentre jamais dans les cases. Mais en tout cas, par rapport au fait de se reconnaître victime, et moi je crois qu'on commence à sortir de la violence, justement quand on se reconnaît victime. Et ça a été le premier outil que j'ai lancé dans mon association, ça a été un test qu'au début je voulais appeler test de dépistage, mais finalement il ne s'appelle plus comme ça, qui s'appelle « Suis-je victime de violence ?», qui est une suite de questions en fait toutes simples, qui finalement reprend les 5 types de violences qui existent, donc la violence psychologique, la violence physique, la violence sexuelle, la violence administrative et économique et la violence matérielle. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui va vous projeter contre le mur, ou même sans vous projeter, vous êtes contre le mur, il met un trou il frappe le mur, il fait un trou de 15 cm, il vous a pas frappé vous, mais enfin, vous vous êtes imaginez être à la place du trou et vous avez peur. Donc, le dénominateur commun, c'est la peur. Où est-ce qu'on trouve votre... Sur Internet, sur notre site www.125etaprès.org. Il est également sur notre compte Instagram. Je l'ai fait. Voilà. Sandrine, je reviens à vous. Vous avez ressenti une grande solitude, évidemment, après la mort de votre sœur, cette mort dramatique. Et vous dites, une fois que la femme est morte, tout s'arrête. Et c'est pour ça que vous avez monté l'association ? Ah oui, parce que le mot commun à toutes les familles de victimes, c'est le mot solitude. Moi, je me revois sortir de la police judiciaire et de me dire, il se passe quoi maintenant ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et on est vraiment seul face à toute cette grosse machine dont on n'a pas l'habitude. On a très rarement accès à nos droits. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle fait, l'association, justement, pratiquement ? Alors, déjà, on écoute les familles, on les accueille, on les conseille, et notamment sur leurs droits, très souvent, parce que moi, j'ai des familles qui m'appellent et qui me disent « je vais vendre ma maison pour payer l'avocat ». Oui, c'est terrible. Et qui ne savent pas qu'ils ont droit à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources, et qui souvent confondent aide juridictionnelle et avocat commis d'office. Donc, on leur explique qu'ils ont le droit de choisir leur avocat, que l'avocat a le droit de ne pas accepter l'aide juridictionnelle, mais qu'il y en a d'autres. Voilà, donc on leur explique tout ça, on leur explique vraiment tous leurs droits. On les accompagne aussi parfois à la rédaction de certains courriers
pour la CAF, etc. Et puis on les accompagne aussi lors des procès d'assises, parce que c'est très compliqué. Vous avez une opinion, un avis sur la lenteur de la procédure? Oui, mais je préfère une instruction plus longue et qu'à la fin, ce soit un dossier bien ficelé et que l'homme ait une peine, alors ce ne sera jamais à la hauteur, hein, mais en tout cas une peine considérable, plutôt qu'une instruction en 6 mois et qu'à la fin, il prenne 8 ans. Enfin, voilà, c'est... Vous, il a pris combien, le meurtrier de 20 votre ans. sœur? 20 ans. Et il est sorti, là? Non. Et il sortira au bout de combien? 10? Alors, ça, c'est encore une violence supplémentaire faite aux familles. Ça fera 6 ans en janvier qu'il est incarcéré, en comptant... Elle est morte quand, votre sœur? En 2017. Donc, en comptant la préventive. Et là, il demande une levée de la sûreté, parce qu'il y a une sûreté automatique quand il y a une peine au-delà de 10 ans. Et là, au bout de 5 ans et demi, il demande déjà une levée de sa sûreté. Donc, je ne vous dis pas la violence pour nous. Moi, je me disais, au moins tranquille pour 10 ans. Ça veut dire quoi, une levée de sûreté, Luc Frémiot? Ça veut dire, qu'il aura la possibilité d'éviter une peine de prison, intangible. Donc vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est en prison depuis 5 ans et demi, mais qui pense qu'il va pouvoir sortir dans pas longtemps, en fait. C'est ça, c'est extrêmement compliqué. Enfin, moi, je ne pensais même pas que c'était possible, en fait. Parce qu'à la base, moi, le procès d'assises, j'étais pas très attentive au quantum de la peine. Moi, je me suis battue... Ah non, ma sœur ne reviendra pas au bout. Qu'il y reste 10 ans ou 20 ans. Non, c'est comme très important pour l'image, pour le symbole aussi. Alors moi, le symbole, je le mettais ailleurs, je le mettais sur le retrait de l'autorité parentale. Oui, alors justement, pour moi, c'était très important. Leur fille avait 7 ans à l'époque. Oui. Et c'est vous qui l'élevez, c'est ça? Oui, je l'ai adoptée aujourd'hui. D'accord. Donc elle vit avec vos enfants, elle vous appelle maman? Non. Non. Non, parce que c'est trop difficile, Oui. Sa maman, c'est ma sœur. Dans le décor? Dans le décor, sa maman, c'est la deuxième en haut en partant de la gauche. C'est la jeune femme qui tient Avec le petit tigre. Oui. D'accord. Et donc vous, la peine, ça vous était pas... Vous le mettiez en deuxième par rapport au retrait de l'autorité parentale? Parce qu'il y avait une chance pour qu'il garde l'autorité parentale? Mais bien sûr, mais je ne crois pas. Dans les familles que nous accompagnons, un exemple, 2022, monsieur tue sa femme et son bébé de 18 mois, prend 18 ans de prison et conserve l'autorité parentale sur ses 2 aînés. En 2022, 3 ans après le Grenelle des violences conjugales. Donc oui, aujourd'hui, ça existe encore. Mais comment ça peut s'expliquer, ça? On a l'impression que les magistrats sont complètement dingues, en fait. Pardon, Luc Frémiot. C'est parce qu'en fait, il y a toute une idéologie, c'est carrément le terme, qui consiste à penser qu'il faut préserver les liens entre l'enfant ou son père et sa mère. Voilà. C'est complètement fou. Vous avez des médecins qui ont travaillé là-dessus depuis très longtemps, le professeur Maurice Berger, par exemple, qui s'est illustré justement sur ces sujets-là, en écrivant un livre qui est ancien maintenant, qui s'appelait « Voulons-nous des enfants barbares ?» Bon. Et cet homme expliquait exactement ce que je suis en train de vous dire, qu'il faut d'une manière absolument radicale supprimer les relations entre un père violent et ses enfants. Et aujourd'hui, la justice au quotidien, c'est ça. Parce que lorsqu'on passe devant le juge aux affaires familiales dans les contextes de divorce, eh bien, vous avez très souvent des juges encore qui considèrent qu'on peut être un mari violent et un bon père, ce qui est inacceptable. Il est évident qu'un mari violent, lorsqu'il va voir ses enfants, par exemple, à domicile, pour le droit de garde ou les droits d'hébergement, les droits de visite, il profitera, si vous voulez, de ces moments-là pour continuer sa lutte armée contre sa femme, contre son ex-épouse. Et les enfants sont pris dans un conflit de loyauté entre le père et la mère, qui est victime de cet homme. Et parfois, encore, certains magistrats ne se rendent pas compte de cela. Il y a tout un véritable travail, si vous voulez, qui est à faire sur le plan psychologique, qui n'est pas toujours fait, parce que manifestement, on a tendance à banaliser certaines formes de choses. Alors, quand je dis ça, c'est pas tout le monde, mais vous savez, la conclusion aujourd'hui, moi je vais vous la dire, c'est que c'est une loterie. Il suffit qu'on tombe sur le bon enquêteur, le bon magistrat, les choses sont parfaites. C'est un alignement de planètes quand même. C'est comme gagner au loto, un bon magistrat. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut créer des juridictions spécialisées. Ce sera plus la mais ça, on va y venir. Il faut tomber sur un bon avocat également. Et bon avocat. Et je crois qu'on ne se rend pas compte, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, monsieur, moi j'admire énormément pour son travail, prend à cœur la question des enfants, mais ce que Sandrine a vécu en termes d'agression, de violence administrative auprès des familles, elle n'est pas la seule à l'avoir vécu. Enfin, je veux dire, dans le livre, combien j'ai entendu de familles qui ont appris le décès de leur maman en découvrant la photo de leur maison dans le journal, avec écrit le titre « Féminicide ».
combien de familles restent 24 heures avant qu'on leur apprenne ce qui s'est passé? On leur dit, il y a un problème avec notre maman, il y a un problème avec votre sœur, on ne peut pas rien vous dire pour l'instant. Il y en a qui restent 24, plus de 24 heures comme ça à attendre. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est vivante, elle n'est pas vivante? Non, elle est morte, mais elle est morte de quoi? Ils ne savent pas. Enfin, c'est terrible. On est quand même dans une société où c'est encore aux familles d'aller nettoyer les scènes de crime. Ah non. Ah ben oui, il y a eu un décret qui est passé. Ah oui, nous nettoyons le sang de nos mortes. Ah oui, nous brisons les scellés. C'est-à-dire qu'on nous rend les clés, c'est nous qui enlevons les scellés. Et ça, après, moi, j'ai parlé à des familles. Alors, j'ai rencontré une jeune femme qui m'expliquait que sa mère avait été tuée chez une amie, qui avait une grande baie vitrée, et que pendant 1 an et demi, le temps de l'enquête, elle avait vu le dernier repas pourrir sur la table, avec le linge dans la machine à laver qui continue de pourrir. Et les familles arrivent, elles doivent nettoyer ça, vider les machines avec le linge qui est pourri, plein de verre. Nettoyer les bouteilles de coca prêtes à exploser parce que le gaz a fermenté. Enfin, c'est ça aujourd'hui. C'est incroyable quand même. Il faut savoir que c'est une scène de crime, elle doit être figée, c'est-à-dire au moment où les choses se sont passées. Donc il y a des officiers de police judiciaire qui sont présents, il y a des médecins légistes, il y a toute la médecine scientifique qui est présente pour relever des traces, l'ADN, etc. Et tout ça est figé. C'est-à-dire que la plupart des rentrées, les scellés sont là, pendant le temps de l'instruction, bien souvent. Alors qu'il faudrait effectivement pouvoir relever ces scellés le plus rapidement possible. On ne peut pas toujours, parce qu'il y a des demandes qui sont formulées en cours d'instruction. On est parfois obligé de revenir pour faire une confrontation ou une reconstitution, par exemple. Il ne faut pas que les choses aient bougé. Mais ensuite, effectivement, ce qui est inacceptable et difficile à entendre, c'est d'imaginer que lorsqu'on lève ces scellés, ce sont effectivement aux familles de se retrouver dans cette ambiance alors là, mortifère. j'apprends un truc, pourtant j'ai bossé. Hein, mais alors et là, ça, c'est quelque chose qui est effectivement... Il faudrait aussi et personne n'en parle de ça, d'ailleurs. Il faudrait c'est une très bonne chose. Il faudrait aussi mettre des mesures conservatoires. C'est-à-dire que quand les scellés sont mis sur l'appartement, c'est figé. Mais sauf que nous, on n'a pas le cartable des enfants, on n'a pas le carnet de santé, on n'a pas les papiers, on n'a rien. Pendant 18 à 24 mois. Enfin, Sandrine, on lui a remis sa nièce. On m'a dit bonne chance, vous la voulez, bonne chance, elle était en pyjama et stop, et j'avais rien, j'avais pas son cartable. Elle était dans l'appartement, elle a assisté à la scène? Bien sûr, elle a assisté à tout. Elle a vu la scène? Oui. Non, mais là, il y a quand même une possibilité d'obtenir ces documents, des choses comme celle-là, notamment par l'intermédiaire d'un avocat qui va contacter les juges d'instruction. Mais vous vous rendez compte des étapes? Et puis là, on parle de choses très pratiques, en fait. Sandrine, c'est ce qu'elle a vécu. Moi, elle a une expression qui m'a, quand je l'ai rencontrée, enfin, elle m'a dit, on nous remet nos enfants comme des paquets de linge sale. Voilà, dans leur tenue du jour, etc. Mais au-delà même de ça, du côté pratique, moi, il y a une maman dans le livre qui a perdu ses 2 filles et son petit-fils de 3 ans. Et qui me dit, je n'ai pas de photos. Parce que je venais de déménager, je n'en ai pas, je n'ai pas le droit de retourner dans la maison, je voudrais juste une photo de mes filles. Elle ne peut pas. C'est incroyable. Et votre petite nièce, ça va? Ça va, très bien. Elle a quel âge maintenant? Aujourd'hui, elle a 13 ans. Et elle a été suivie par des psys, Malheureusement, on me l'a confiée, comme l'a dit Sarah, comme un paquet de linge sale, et à aucun moment on m'a dit il faut la faire suivre psychologiquement. Alors, heureusement que moi je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules et que j'ai réagi correctement et que j'ai tout de suite enclenché une psychothérapie pour elle en me disant ce qu'elle a vu quand même c'est une scène de guerre, on ne va pas se mentir, et il faut la faire suivre, mais tout ça à ma charge, hein. C'est moi qui ai payé le psy, tout ça pendant 3 ans. Mais à aucun moment on m'a conseillé ça, et c'est pour ça que je reviens, il faut remettre au centre des débats l'intérêt supérieur des enfants. Et c'est-à-dire évaluer les familles qui vont accueillir ces enfants, évaluer correctement. Parce que moi, j'ai pas honte de le dire, ma maman, avec tout l'amour qu'elle porte à sa petite fille, n'aurait pas été en capacité de s'en occuper correctement. Elle est tellement effondrée. Donc il faut vraiment évaluer. Et alors, on ne parle pas des familles d'assassins, puisque eux, ils sont dans le déni très souvent, parce que je pense que pour survivre à ça, être le parent d'un meurtrier, on est obligé de trouver des excuses. Ouais, et du coup, de dire aux enfants, ma nièce, un jour, elle est rentrée de chez ses grands-parents, elle m'a dit que c'était un accident. Ah oui. Alors moi, je lui ai dit, je ne sais pas, j'étais pas là, mais elle était là. Donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Dis-moi ce que tu en penses. Et là, la petite me dit, je sais que c'était pas un accident, il a dit à maman, je vais te tuer. Donc vous voyez, des familles de l'autre côté, ces familles d'agresseurs, ils sont dans le déni, mais du coup, ils instrumentalisent aussi les enfants. C'est pour ça que l'évaluation est vraiment très importante. Et l'accompagnement aussi par des psys formés, parce qu'on manque aujourd'hui en France de psys
psychiatres, psychologues, formés sur les violences faites aux femmes, leur caractère systémique, la mémoire traumatique, le trouble de stress post-traumatique. Même dans les expertises, là récemment, pour une expertise d'une victime, j'ai demandé à la juge d'instruction, qui franchement était très bien, donc ça mérite d'être notifié parce que c'est trop rare d'avoir des femmes aussi bien formées et voilà, très C'est peut-être une question de génération, non? Vous ne pensez pas? Je pense pas que ça puisse se résumer à ça, mais bon, enfin, en tout cas, elle était vraiment très bien. Et donc, on doit faire expertiser la femme que j'accompagne. Et je lui dis, est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir une psy ou un psy spécialisé, notamment en mémoire traumatique et en trouble de stress post-traumatique, parce que c'était une affaire de viol. Et elle me dit, écoutez, maître, j'aimerais bien, hein, mais je fais avec la liste que j'ai. Donc voilà, en fait, même devant les juridictions, on n'a pas des psys spécialisés sur les violences faites aux femmes qui expertisent donc des victimes sans être formés ni à comment les accueillir, ni à comment les expertiser, ni à comment jauger les dommages, en fait. On a déjà du mal à trouver des psychiatres généralistes, d'ailleurs. Oui. Non, ça c'est vrai. On oublie en fait à quel point le féminicide est un drame qui est le début d'une suite de drames et de violences. Enfin, je prends un exemple très concret que je raconte dans le livre. Il y a une des jeunes femmes qui a été assassinée. Le choc a été tel qu'il y avait 3 enfants. Les 3 enfants ont été recueillis par ses parents à sa mort. La maman, de tristesse, développe une maladie très grave, meurt assez rapidement. Le papa, qui en l'espace de quelques mois perd sa fille d'un féminicide, sa femme d'un cancer, fait une attaque cardiaque, est hospitalisé, n'est plus en mesure de s'occuper des 3 enfants. C'est la sœur qui finalement récupère les 3 enfants, donc qui viennent déjà de faire 2 maisons, qui ont assisté à la mort de leur mère. Donc la sœur récupère les 3 enfants, elle en a déjà 3. Donc elle se retrouve avec 6 enfants à la maison, dont 3 extrêmement traumatisés. Les 3 autres qui, même s'ils aiment de tout leur cœur leur cousin, vivent assez mal de ne pas retrouver leur repère dans la famille. Ça provoque un divorce. On ne se rend pas compte en fait à quel point... Là, c'est un des dominos en fait. C'est des dominos. Ouais. Et c'est extrêmement violent pour les proches qui ont déjà assumé un deuil extrêmement difficile et injuste. Parce que finalement on peut accepter un certain fatalisme de l'existence, mais quand c'est quelqu'un qui a décidé d'ôter la vie d'un proche, c'est extrêmement difficile. Donc votre association, Sandrine, elle aide combien de personnes par an? Alors, on va noter les coordonnées d'ailleurs. C'est difficile à quantifier en nombre de personnes, mais aujourd'hui, il y a à peu près 200 membres. Sur les 200 membres, il doit y avoir une centaine de familles et une centaine de femmes victimes de violences, parce qu'on a aussi une branche femmes en danger. Sarah, dans votre action, vous avez mis par exemple en place un sac, ça on peut le voir. Sac pour s'enfuir. En fait, l'idée, c'était au-delà même du sac, c'est de faire passer l'idée à travers un objet symbolique qu'un départ se prépare. Qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui s'en vont dans l'urgence. Alors, évidemment, ça se prépare si on n'est pas menacé de mort tout de suite. Mais on culpabilise énormément les femmes à leur dire partez, pourquoi vous êtes restés, il fallait partir, etc. Et j'ai pris conscience, moi, en écrivant ce livre, en parlant à Sandrine et notamment à Haute-Claire, qui est la référente Femmes en danger, qu'en réalité, on pouvait tout à fait simplifier et aider les femmes à partir en sécurité, notamment en préparant au fur et à mesure les papiers, en les scannant ou en les mettant sur un cloud pour pas avoir à revenir, parce que bon courage pour inscrire un enfant à l'école quand vous êtes parti, si vous n'avez pas le livret de famille, si vous n'avez pas les papiers d'identité, bon courage pour aller porter plainte si vous n'êtes pas vous-même vos papiers, enfin voilà, et puis des trucs anodins qu'on a rajoutés aussi, qui sont, quand vous partez, essayez de penser à prendre le doudou des enfants. Moi, je suis partie en pleine nuit avec un bébé. J'étais bien contente d'avoir pensé à une chose, c'était le doudou dont elle ne pouvait pas se priver. Donc bref, dans ce sac, en fait, on a créé un double fond pour faire penser aux femmes à mettre leurs papiers ou les copies, et un QR code qui, lorsqu'on le scanne, renvoie vers la liste de tout ce qu'il ne faut pas oublier pour un départ en sécurité qu'on a fait en collaboration avec l'UNFF. Je recommande la lecture de votre livre, je recommande votre compte Instagram et puis le compte, on va afficher tout ça en bas de l'écran parce que vous faites un travail remarquable sur la question. Merci beaucoup, merci, Sarah Barraud. Merci infiniment, Sandrine. Alors, il y a des pays qui sont en avance, des pays qui ont pris le problème à bras-le-corps et qui se sont vraiment engagés dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Et puis, il y a d'autres pays qui sont vraiment à la traîne. Avant de recevoir Marie-Laure Pesan, la porte-parole de la Gendarmerie nationale, et Juan José Dorado, journaliste espagnol, voyez ce magnéto. Angenommen.
En juin 2023, l'Union européenne adhère à la Convention d'Istanbul, un traité international qui fixe un cadre juridique et garantit la protection des femmes contre les violences. Mais à ce jour, nous sommes loin du compte. Le pire élève, un des pays baltes, la Lettonie. En 2021, ce pays comptait un taux de 19 féminicides par million d'habitants, soit 5 fois plus élevé que la moyenne européenne de 4 féminicides par million d'habitants. L'Allemagne, l'Italie et la Grèce ne sont pas non plus des modèles du genre. Ils ont connu une forte augmentation des féminicides. Une hausse qui pourrait être liée à la pandémie du Covid. A l'inverse, la Belgique, elle, a réussi à se démarquer grâce à sa politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis juin 2023, la loi Stop Féminicide renforce la prise en charge des victimes et assure la formation des magistrats et policiers. La bonne élève de l'Europe est sans conteste l'Espagne. Elle a pris ce fléau à bras-le-corps. Grâce à un système judiciaire dédié, le pays a vu son nombre de féminicides se réduire d'un quart en 20 ans. Marie-Laure Pesant, bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Gendarmerie nationale. Juan José Dorado, vous êtes journaliste espagnol. Vous nous avez rejoint sur ce plateau avec Luc Fregnault, qui est ancien magistrat, avec Violaine Philippe Abad, qui est avocate. Alors je me tourne vers vous, madame. On dirait que la société française quand même est bloquée. On vient de faire un état des lieux au sujet de la violence faite aux femmes. On a évoqué le nombre de plaintes classées sans suite quand on arrive à porter plainte. On a évoqué aussi le manque de moyens de la police. Diriez-vous pourtant que les choses commencent à changer? Quels sont les moyens mis en place, si c'est le cas? Depuis le Grenelle quand même des violences conjugales en 2019, on a eu une vraie prise de conscience au niveau de la société et au niveau des forces de sécurité de l'importance d'accélérer notre action pour mieux prendre en compte les victimes de violences conjugales. Et donc on a quand même beaucoup de dispositifs qui ont été développés. On a encore des marges de progrès, mais on a souhaité en fait mettre en place une formation plus adaptée et parfois une formation experte au sein de la gendarmerie pour former nos gendarmes à mieux prendre en compte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Josiane, qui était là sur le plateau tout à l'heure, qui disait qu'en Haute-Loire, où elle était, la gendarmerie refusait de prendre les plaintes, c'est ça qu'elle disait. On a tendance à voir que les situations qui sont mal prises en compte. Mais il ne faut pas oublier que tous les jours, les gendarmes interviennent sur 300 situations de violence intrafamiliale. 300 par jour? 300 par jour. Et donc, juste la gendarmerie, pas les policiers? La gendarmerie, là je vous parle des chiffres gendarmerie. Donc on n'a pas 300 situations qui sont mal prises en compte, bien heureusement, et on fait le maximum pour corriger les gendarmes qui ne sont pas professionnels, faire en sorte que ça n'arrive plus. Mais il faut aussi voir les centaines de situations qui sont prises à bras-le-corps. On a des gendarmes qui sont vraiment engagés sur les violences conjugales. C'est pas acceptable ces situations-là. On a des unités qui sont dédiées. C'est peut-être important aussi de le dire. On a des maisons de protection des familles qui ont été mises en place. On en a une par département. Et ce sont des gendarmes qui sont vraiment tournés vers les sujets qui concernent la famille et notamment les violences intrafamiliales. Ce sont des gendarmes qui sont spécialement formés et qui peuvent être aussi peut-être plus accessibles pour les victimes. J'entendais tout à l'heure pas mal de témoignages sur le fait que c'est pas toujours facile d'aller dans un commissariat, et ça je l'entends, dans un commissariat, dans une gendarmerie, on est noyé au milieu de plein d'autres affaires. Et c'est important qu'on puisse se sentir écouté dans un endroit peut-être un peu plus, comment dire, on est un peu confidentiel, un peu plus à l'abri pour pouvoir parler. Ça, c'est important. Alors, ce qui est très difficile, effectivement, il ne faut jamais tomber dans la généralité. Autant je pense que la hiérarchie de la gendarmerie a parfaitement saisi les enjeux. Même chose pour la police. Le problème, ce sont les hommes du rang. Et très souvent, on tombe encore, malheureusement, sur des plantons qui ne font pas ce qu'ils ont à faire parce que ou ils n'ont pas cette formation ou alors ils n'ont pas la psychologie suffisante. Juan José Dorado, je me tourne vers vous maintenant parce qu'on vient de voir dans le petit sujet là, que l'Espagne était le bon élève de l'Europe et même du monde en matière de lutte contre les féminicides. Et alors pour vous, en Espagne, le point de départ de la lutte contre les violences conjugales, c'est l'assassinat de Ana Orantes en 1997. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Ana Orantes est une femme qui est née en 1937, c'est-à-dire en pleine guerre civile, qui, dès l'âge de 9 ans, doit quitter l'école parce que sa famille est pauvre. Et elle commence à travailler, donc très peu formée. Et à 19 ans, elle se marie.
Et elle tombe enceinte tout de suite. Et dès les premiers mois, son mari commence à la frapper. Ça commence avec des gifles, puis des coups de pied, des coups de poing, des insultes, des violations. Elle va avoir 8 enfants avec son mari. Les enfants vont être aussi maltraités par le père. Les filles vont être victimes d'attouchements. Elle va porter plainte, essayer de porter plainte en 1972. Mais la police espagnole à l'époque lui dit écoutez, vous savez, ça c'est normal, ça va se passer. C'est la fameuse conjugopathie. Voilà, ça va se passer, ne vous inquiétez pas. Le pire de tout ça, c'est que cette dame, les violences dont elle était victime étaient connues de sa famille, étaient connues du village où elle vivait. Elle ne peut pas divorcer parce que les divorces n'arrivent en Espagne que dans les années 80. Elle va arriver à avoir le courage de divorcer en 1996. Ah oui. Donc, le divorce est prononcé et le juge, avec l'accord de cette dame, va dictaminer que le mari va vivre dans le rez-de-chaussée de la maison familiale et elle va vivre dans le premier étage de la maison familiale avec 2 enfants qu'elle n'ont pas quittés et puis une petite fille qu'elles vont tout simplement partager une entrée commune. En 1997, le 4 décembre 1997, elle va témoigner de ce qu'elle a vécu pendant 40 ans. 40 ans, hein. 40 ans, pile poil 40 ans, dans une télévision de l'Andalousie. Quelques jours après, le 17 décembre 1997, elle va faire ses courses, elle rentre à la maison. Elle dépose ses sacs, il est 14 heures. Son mari, qui habite au rez-de-chaussée, la voit venir, arrive derrière elle, lui lance de l'essence et elle prend feu. Le mari part. Quelques minutes après, sa petite fille, de 12 ans, rentre de l'école et retrouve sa grand-mère en train de brûler au pas de la porte. Alors, cette affaire a commotionné l'Espagne, a ébranlé vraiment les Espagnols, et ça a obligé le gouvernement à prendre des mesures dans les mois qui ont suivi. Une première révision du code pénal a été faite par le gouvernement espagnol. Un premier plan de lutte contre la violence faite aux femmes a été approuvé. Mais le point de départ de la politique espagnole, c'est 2004, où le Parlement espagnol, les députés espagnols, à l'unanimité, vont approuver le premier plan de lutte intégrale contre la violence faite aux femmes. À partir de là, l'Espagne va investir massivement dans des politiques pour éviter la violence faite aux femmes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, quand on parle de l'Espagne, c'est que l'Espagne n'est plus dans l'urgence, dans les mesures d'urgence. L'Espagne, depuis des années, s'attaque aux raisons qui font que la violence faite aux femmes existe. C'est pour ça peut-être qu'on a des chiffres, entre guillemets, meilleurs qu'ailleurs. Oui. Mais un quart, ça reste diminution un d'un quart. Ça reste un problème, mais diminution d'un quart des féminicides en Espagne. Donc c'est quand même énorme. Et vous dites, c'est parti de ce fait divers, enfin de cet épouvantable fait divers, oui. Vous dites que l'opinion publique a fait pression presque sur le gouvernement, les politiques, alors qu'en France, on a l'impression que les affaires se succèdent, encore celle de la policière dans l'Isère, et qu'il ne se passe rien, que l'opinion publique n'est pas réellement... vous voyez, intéressée. Tout à fait. Le problème de l'opinion publique, si vous voulez, c'est qu'elle se réveille brutalement et ouvre ses grands yeux candides sur une affaire, parfois. Il y a eu l'affaire Alexandra Lange, il y a eu l'affaire Sauvage. Et ensuite, on s'endort. Et ça revient. Alors, il y a des marches blanches, il y a toute une série de dispositions, il y a des acteurs qui vont prendre la parole, comme Madame Robin, par exemple, brusquement. Mais le reste du temps... Eh bien, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a véritablement les moyens de le faire. Moi, je l'ai fait dans mon ressort à Douai. J'ai fait baisser la récidive à 6%, très facilement. J'ai supprimé toutes les mains courantes sur mon ressort. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on était obligé, de déposer plainte. Et je le surveillais personnellement. Et deuxièmement, dès qu'il y avait une victime qui venait déposer plainte, elle était prise en charge immédiatement, confiée à un travailleur social qui s'occupait d'elle, qui s'occupait de ramasser notamment le livret de famille, les clés de voiture, ces choses-là. Et l'auteur, était mis en garde à vue.
Vous dites qu'il n'y a pas de volonté, en fait. Il n'y avait pas de volonté. Et ensuite, et ça c'est le point extrêmement important sur lequel je veux insister, c'est que c'est aux hommes violents de quitter leur domicile. C'est pas aux femmes de partir en pleine nuit avec des enfants, comme on l'a raconté tout à l'heure, ou comme dans l'affaire d'Alexandra Lange. C'est aux hommes de quitter le domicile. Aujourd'hui, il y a 2 solutions pour ça. Il y a le procureur de la République qui peut le faire, qui peut l'enjoindre à quitter le domicile, en le plaçant d'ailleurs, s'il le faut, comme je le faisais, dans un centre d'évaluation de sa dangerosité, ou il y a la voie civile pour les femmes qui ne veulent pas déposer plainte parce qu'elles se disent c'est quand même mon mari, c'est stigmatisant. Je préfère choisir une voie civile, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un avocat et devant un juge aux affaires familiales. Ce qui enlève, si vous voulez, ce côté qu'elles considèrent comme désagréable de se dire j'envoie mon mari en prison. Donc vous dites qu'on a les textes, qu'on a tout ce qu'il faut. On a tout maintenant. Il y a un problème de formation et d'accès sur lequel je pense qu'on est d'accord. Je partage votre constat sur le fait qu'il y a des mécanismes qui existent, des choses qu'on peut faire, des dispositifs, mais la problématique c'est que les acteurs judiciaires ne sont pas nécessairement formés à ça. Et pour systématiser une pratique comme la vôtre l'était, et vous avez fait baisser la récidive, et en fait ça peut être pratiqué partout, mais donc ça passe par exemple, et moi c'est ce que je soutiens, comme en Espagne, par la création de juridictions spécialisées, puisque si on fait ces juridictions spécialisées, alors on uniformise forcément. Alors ça on en entend pas beaucoup parler en ce moment, on se dit faisons des juridictions spécialisées comme en Espagne. Qu'est-ce que c'est ça, Juan José Dorado? En fait, aujourd'hui en Espagne, il y a 114 tribunaux spécialisés dans la violence faite aux femmes. Donc les magistrats ne traitent que des dossiers en relation avec les violences intrafamiliales ou la violence faite aux femmes. Et puis, il y a les restes, ce sont des tribunaux qui sont répartis partout en Espagne, dans la région de Madrid, qui est la communauté, la région la plus grande. Il y a 23 tribunaux spécialisés, et une vingtaine du côté de Barcelone, pareil du côté de Valence. Donc, il y en a partout. Et puis ce qui est important, c'est que l'Espagne a commencé à former ses policiers et ses magistrats dès le début des années 2000. Oui. Donc maintenant, ces tribunaux dont on parle, et spécialisés, permettent aussi d'accélérer le traitement des dossiers. Parce que parfois, le problème avec la magistrature, ce sont les dossiers qui traînent. Là, c'est des dossiers qui vont beaucoup plus vite que dans d'autres pays. Et il y a aussi un problème de gros sous. Parce que quand vous nous dites l'Espagne a pris le problème à bras-le-corps, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en termes de budget ? Alors, il y a 2 choses. C'est important ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Espagne n'est plus dans les mesures d'urgence, mais dans des plans à long terme. L'Espagne vient d'approuver l'année dernière ce qu'on appelle le 3e plan intégral des luttes, intégral pour l'équité entre les hommes et les femmes. Je ne parle pas des luttes contre la violence. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a mis 20 milliards sur 4 ans. 20 milliards 20 milliards pour réformer le marché du travail pour que les femmes qui sont victimes des violences puissent avoir accès rapidement à du travail. On a réformé, il y a des budgets qui sont destinés au logement pour que les femmes qui doivent quitter leur logement puissent effectivement être prioritaires dans l'accès au logement. Donc, vous voyez, et puis il y a d'autres mesures qui sont appliquées. On a parlé de la formation. Vous nous parlez de 20 milliards. 20 milliards 3. Et donc, c'est ce plan pour l'égalité effective entre hommes et femmes. Et notamment, c'est justement parce que, quand je vous dis, on n'est plus dans l'urgence. Nous, on s'attaque aux racines. C'est pour ça qu'il y a eu la formation des magistrats, des policiers, des professeurs, nous, en des médecins. 2022, on est à 184 millions. Nous, on va plus loin parce que ces mêmes années-là, en 2022, le ministère de l'Égalité a approuvé un plan spécifique qui était des 2,3 milliards avec 266 mesures. Et parmi ces 266 mesures, vous allez voir, il y avait même l'idée qu'il faut réformer les transports en public. Parce que les femmes qui rentrent le soir ne peuvent pas, ça on l'a déjà mis en place en certains endroits, ne peuvent pas s'égarer à l'arrêt de bus. Elle va descendre là où elle veut descendre. C'est une mesure toute bête, mais qui évite qu'il y ait des attaques contre des femmes ou quand un conjoint est en train de l'attendre. Même l'urbanisme, quand on refait un quartier, il faut penser qu'il y a des femmes le soir qui sont là et qui sont seules. Donc vous voyez, c'est des mesures importantes. Et c'est des mesures qui irriguent tous les ministères, en fait. C'est des sommes qui sont avec un coordinateur qui est le ministère de l'Égalité. Le ministère de l'Égalité qui regarde que tous les ministères font
D'accord. ce qu'il faut faire, et ça c'est important. Et Yaka, Et ça, pourquoi on ne fait pas ça en France? C'est pas fait en France. Pourquoi? Mais je ne sais pas, il n'y a pas de transversalité, Alors, si vous voulez. très rapidement, pourquoi on ne fait pas ça en France, pour vous trois là, et deux, vos solutions pour arriver à endiguer ce fléau. Moi, je peux vous dire qu'on a déjà des choses qui sont faites. On peut aller plus loin, il faut qu'on aille plus loin. Mais on a déjà cherché à développer plusieurs choses. Mieux prévenir et mieux informer les victimes. Donc on met en place beaucoup d'outils qui permettent d'informer les victimes. Vous l'avez peut-être vu sur des centres commerciaux, vous allez dans une cabine d'essayage, vous allez dans des toilettes, parfois vous avez un petit logo qui vous donne les numéros spéciaux, qui vous oriente. Vous avez beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place en partenariat avec les boulangeries, avec les pharmacies. Cette semaine, on a encore signé avec la boulangerie Paul, des sachets sur lesquels on essaye de donner les informations et de le donner le plus largement possible. C'est important aussi d'informer les témoins. Cet été, on a distribué des flyers. Alors vous me direz, des flyers, c'est une goutte d'eau, mais c'est un outil de plus qui nous permet d'informer un témoin et de dire, parce qu'on a quand même beaucoup aussi de témoins qui ne savent pas comment réagir, qui sont face à ça. Et finalement, il y a le numéro, qui détourne peut-être un peu le regard. Donc on a le 3919, mais on a aussi l'application Ma Sécurité. Tous ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, vraiment, je les invite à le télécharger, puisque vous pouvez chatter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière anonyme, avec un policier ou avec un gendarme. Et c'est un moyen d'avoir du conseil n'importe quand et de pouvoir être orienté quand on a des doutes, quand on ne sait pas quoi faire. Et en plus de ces dispositifs de prévention, on a des dispositifs d'accompagnement. Vous parliez tout à l'heure de l'accompagnement social. Dans les gendarmeries, on a 260 intervenants sociaux qui sont déployés sur l'ensemble du territoire, qui nous permettent de déployer un partenariat et d'orienter les victimes, de les accompagner au-delà de ce qu'on va faire au niveau pénal. Luc Frémiot ? Il faut qu'on travaille sur les causes. Tant qu'on n'aura pas travaillé sur les causes des féminicides, on n'avancera pas. Et travailler sur les causes, c'est quoi? C'est prendre en charge les auteurs. Une fois que ces auteurs sont sortis du domicile conjugal, il faut absolument, les confier à ces centres d'évaluation sur lesquels on doit travailler sur la procédure du passage à l'acte. Ce qui est important, c'est de leur faire comprendre comment ils passent à l'acte. On ne peut pas éradiquer la violence. Tout le monde est violent à sa mesure, mais on sait se maîtriser. Eux ne savent pas, et pour une bêtise, parfois, vont commencer à devenir violents. Et plus on interviendra en amont dès les premiers coups, plus on pourra travailler sur le mental, sur la psychologie de ces auteurs. Et ça fonctionne. La maison des hommes violents à Arras qu'on a créée, ça marche parfaitement bien. Les gens rentrent là-dedans, au début ils vous disent qu'ils sont pour rien, que c'est leur femme qui est comme ci, qui est comme ça. Ils sortent de là, ils admettent les faits et ils se soignent. Et le deuxième point qui est extrêmement important, moi je trouve qu'il faut, dans chaque féminicide aujourd'hui, tant que les mesures ne sont pas prises de manière régulière comme en Espagne, il faudrait sur chaque féminicide qu'il y ait une enquête de l'inspection générale des services judiciaires pour que l'on voit exactement pourquoi il y a eu ce féminicide, vérifier s'il n'y a pas eu des lacunes. Ça, il y a des gros travails d'enquête qui sont faits par notamment nos confrères du Monde, des Jours. Oui, il y a beaucoup de gens qui se saisissent maintenant de ce problème, mais vous avez raison. Violaine, 20 milliards, c'est tentant ? Oui, bien sûr, mais surtout c'est nécessaire. Et je dirais en fait pourquoi on n'y arrive pas, parce qu'on ne va pas assez vite, assez loin. On fait par petites étapes. Alors, on met des petits logos, on fait des petits flyers. En fait, ce qu'il faut, c'est prévenir, comme ça vient d'être dit, c'est-à-dire enseigner l'égalité filles-garçons à l'école de manière obligatoire. Aujourd'hui, les séances ne sont pas tenues et l'État est poursuivi d'ailleurs pour ça en ce moment. Et ensuite, il faut guérir, c'est-à-dire créer des juridictions spécialisées où on aurait tout au même endroit, le guichet juridique, le guichet social, le guichet médical avec des professionnels formés. Juan Rosé, vous ajoutez qu'en Espagne, il y a carrément des gardes du corps dans la ville. Gardes du corps, c'est-à-dire que sur les 70 000 dossiers avec d'ordre d'éloignement, il y a 31 femmes en risque extrême des violences, voire des féminicides. Et donc, certaines régions ont créé, et donc il y a des policiers qui sont gardes du corps de ces femmes, et donc ils sortent avec elles. Mais surtout n'oubliez jamais que le rôle important, c'est celui des médias. L'Espagne, depuis 1997, les journaux, mais nous aussi, radio, quand il y a un féminicide, quand il y a des violences faites aux femmes, ils s'ouvrent les informations nous avec aussi, ça. On devrait ouvrir les informations avec ça, je le dis souvent. Une visibilité réelle à la société avec leurs photos, du problème. Si vous avez tous les 3 jours les photos des femmes comme ça qui ouvrent les journaux, je pense que l'opinion publique, effectivement, s'en rendra compte. Merci infiniment à tous les 3 d'être venus sur ce plateau. Merci Madame Pesan, merci Luc Frémiot, merci Violaine De Filippis Abad et merci Juan Rosé
José Dorado. La soirée continue sur Téva. Tout de suite, l'emprise avec Odile Villemain, Marc Lavoine et Fred Testo. L'histoire vraie d'Alexandra Lange qui a été battue et torturée 12 ans par son mari avant de retourner une arme contre lui. Et puis aussi le documentaire remarquable de Mélanie Van der End, Violence conjugale, ce fléau qui tue. Luc Frémiot, vous étiez procureur dans l'histoire d'Alexandra Lange. Vous avez réussi à obtenir son acquittement. Un mot, quel est le souvenir le plus fort de cette histoire pour vous? Quand il a été acquitté. Oui. Ouais, c'est un moment extraordinaire. On a senti une espèce de soulagement, comme une chape de plomb qui était enfin soulevée. La façon dont elle regardait, elle ne se rendait pas compte qu'elle était acquittée. Et puis ses enfants qui ont dit eh ben, au moins ce soir, papa ne nous fera plus de mal. Merci beaucoup, Luc Frémiot. Merci à tous les quatre encore. À très bientôt sur Téva pour un nouveau débat.